Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique cinéma, nous allons filer tous deux, et pas avec notre équipe habituelle, nous allons filer au cinéma avec un spécialiste, Monsieur Bruno de Séguin-Pazzi, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Quand le christianisme fait son cinéma », publié aux éditions du Cerf. Bonjour monsieur. Bonjour Anne Brassier. Alors après une vie bien remplie, professionnelle, vous vous attachez à ce travail de critique de cinéma et notamment le cinéma chrétien. Pourquoi, monsieur? Alors le cinéma, parce que j'ai toujours été un peu passionné par le cinéma. Et ensuite, quand effectivement j'ai disposé d'un peu plus de temps, je me suis mis à redoubler de la fréquentation des salles de cinéma. Et très rapidement, j'ai pris conscience qu'on était dans une civilisation où les gens allaient au cinéma et en ressortaient en étant incapables de sortir le moindre début d'analyse. Ils sortent du cinéma en disant « oui, c'était bien, j'ai aimé, j'ai pas aimé, etc. » Mais ça ne va pas plus loin. Et à partir de là, j'ai dit, il faut faire quelque chose. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai dit, je ne verrai plus un seul film sans écrire au moins 20 lignes dessus. 20 lignes, c'est beaucoup, oui. Ça a l'air de rien, mais au début, c'est difficile. Oui, absolument. Et puis en fait, au bout d'un certain temps, quelquefois, j'écrivais plusieurs pages sur le film, et puis je me suis dit à ce moment-là, il faut donner ce travail à lire parce que ça peut rendre service. Et il faut partager cette analyse. Voilà. D'autant plus que c'est, comme vous le dites, un comportement qui est très rare. Nous avons, parce que en fait nous avons eu les mêmes lectures et les mêmes maîtres, nous avons lu la revue Rock, Regard oui, bien sûr, chrétien sur bien le sûr, cinéma. Bien sûr. Et cet homme, qui s'appelait Monsieur Dandré, nous offrait des fiches sur chaque film qui étaient remarquables, remarquables d'intelligence, de jugement qui n'était pas du tout un jugement moralisateur, qui était un jugement, il y avait un jugement esthétique et il y avait un regard de chrétien. Et alors vous savez que cette réflexion sur le film, je m'amuse à le faire en sortant du cinéma. Très bien. Je partage avec les gens pour voir comment... Oui. Et c'est vrai que de temps en temps, on n'a pas du tout vu la même chose. Des gens absolument pas... bien sûr. Pas réalisés. Et on leur ouvre, ils ouvrent des grands yeux quand vous exprimez. Quand vous évoquez certaines choses, certains aspects de ce que vous avez perçu, vous. C'est très, très étonnant. Oui. Alors, la première nécessité, c'est de prendre du recul par rapport à ce que nous voyons, ça c'est sûr, et merci de nous le rappeler. Est-ce que ce cinéma chrétien n'est pas l'équivalent de ce que nous avions, de ce qui existait au début du siècle, et bien avant d'ailleurs, au 19e, ces livres d'images, ces bandes dessinées avec une image rectangulaire et en dessous 4 lignes, et ce qu'on appelait la vie des saints. Oui, ça serait bien si c'était ça, mais le cinéma qui prétend à des thématiques chrétiennes ne verse pas toujours dans ce genre d'hagiographie. Et c'est dommage. Et dans tout ce que vous voyez aujourd'hui sortir sur les écrans, puisqu'on peut parler d'une sorte de recrudescence du cinéma à thématique chrétienne en ce moment... Comment vous l'expliquez ? Oh ben, l'explication, j'en vois plusieurs. La première, c'est que nous sommes irrémédiablement dans une époque que d'aucuns qualifient de post-moderne, moi de post-chrétienne. Nous ne sommes plus dans une société christocentrée, nous sommes dans une société pénétrée de matérialisme, d'hédonisme, de relativisme et de beaucoup d'autres ismes. Et d'antichristianisme. Et d'antichristianisme, absolument. Et par conséquent, il y a forcément un besoin de spirituel. Et ce besoin de spirituel... La terre a soif. Voilà, la terre a soif. Et il surgit, ce spirituel, d'une façon ou d'une autre. Je ne vois pas pourquoi le cinéma y aurait échappé.
Et ça a, à mon avis, commencé, pour cette période, on va dire, moderne et récente, ça a commencé en 2004 avec La Passion du Christ de Mel Gibson, qui a été un événement. Oui. Ça a été un événement. La semaine de Pâques, en plus. Absolument. Il est sorti au moment des rameaux, juste avant le dimanche des rameaux. Ouais. Et là, Mel Gibson a rétabli la vérité sur la représentation de Jésus au cinéma, qui avait commencé à dévier après le Concile et au moment de mai 68, avec Pasolini, avec Denis Arcand, le Jésus de Montréal, La dernière tentation du Christ, d'une certaine façon, de Martin Scorsese, même si on peut discuter c'est plutôt un film paradoxal qu'un film anti-chrétien. C'est-à-dire que Scorsese, on en reparlera avec Silence, etc. Qui était tout de même un très beau film. Mais donc, le cinéma était en train de montrer une vie de Jésus qui était pour le moins paradoxale, souvent, enfin, de toute façon éloignée de la vérité. Et Mel Gibson a rétabli les choses. Ensuite, il y a eu en France Des hommes et des dieux. Et fait par un agnostique, réalisé par un agnostique, mais incontestablement, Des hommes et des dieux est un film qui touche au spirituel. Oui. Et puis paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais parallèlement aux États-Unis, après le succès de Mel Gibson, puisque ça a été un grand succès outre-Atlantique, les producteurs qui sont toujours à la recherche de créneaux rémunérateurs, se sont dit, mais finalement, il y a un marché, il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a un marché pour les films basés sur la foi. Voilà. Faith-based movies. Absolument. Et alors là, ça a commencé, mais malheureusement, c'est un peu pour le meilleur, comme des films dont vous avez connaissance, comme Christéros, oui, ou Little Boy, qui sont pour moi de grands films chrétiens. Oui, très. Mais aussi un peu pour le pire, avec... Christéros, qui n'a pas été aimé par une certaine presse catholique. Bien sûr, parce qu'ils l'ont trouvé, oui, j'ai relu, grâce à vous, dans votre livre, Bruno de Séguin-Pazzi, j'ai lu la critique de la Croix, j'étais horrifiée, quel culot. C'est dur de dire ça, c'est dur, il faut le savoir. Voilà des chrétiens martyrisés pour leur foi, situation qui perdure, parce que les prêtres au Mexique sont assassinés. Bien sûr. Et voilà un journal catholique qui se permet de critiquer un film qui était vraiment beau. Qui présente la vie de saints et de martyrs. La vie de saints et de martyrs, oui. Voilà. Mais est-ce que cette nouvelle façon d'être chrétien au monde, si je puis dire, n'a pas complètement évacué tous ces saints qui meurent? Ça fait beaucoup de sang, c'est désordre finalement. Oui, c'est sûr que ça... C'est un peu exigeant. Voilà, ça demande un peu de... Oui, beaucoup d'exigences. D'ailleurs, le héros de Mel Gibson n'a plus trouvé d'engagement. Non, après. Et je crois que j'explique dans mon livre qu'effectivement, quand Mel Gibson l'a engagé, il lui a proposé, il lui a dit « Je te préviens, tu vas avoir des problèmes, et ta carrière est quasiment... et il l'a accepté. Il y a un autre exemple comme ça dans Little Boy, il y a un des jeunes comédiens, le frère aîné du petit héros, qui, lui, s'est converti après avoir joué le rôle. Et puis, il y a d'autres exemples comme ça, qui sont... Faire un vrai film chrétien, ça peut aussi... Le cinéma est vecteur d'évangélisation. C'est un vecteur missionnaire, pour parler avec les termes anciens. Mais là, on peut dire que l'Église a quand même un peu raté le coche. Parce qu'elle n'est absolument pas... Enfin, c'est mon point de vue, elle n'a pas pris le train en marche quand il fallait. Malgré certaines... C'est-à-dire qu'elle devrait organiser tout ce que tous les comment est-ce qu'on appelle ça, la réunion des enfants. Les patronages. Les patronages, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Tout ce que les faisaient les patronages. Absolument. Il y avait les cinémas de quartier, le cinéma paroissial. On montrait un film. Bien sûr. Et grâce à ça, un message passait. Absolument. Alors, ce qui est très joli, c'est vous donner la parole à
au père Paul Mériadec-Touquet. On ne peut représenter Jésus en tant que tel, homme-dieu, sauveur, rédempteur. Le cinéma peut seulement donner à penser la richesse de Jésus, l'approcher, un élément de la gloire de Dieu. Absolument. Ça, c'est une assez bonne définition. Vous en donnez une autre aussi dans l'interview que vous donnez tout à la fin de votre livre. Et là, c'est Henri Quinson qui parle. Le cinéma, quand il est authentiquement spirituel, c'est finalement donner à voir l'invisible. Oui. C'est mettre Dieu en scène. C'est donc faire œuvre d'incarnation. Le Verbe se fait chair. C'est le langage chrétien par excellence. Ça, c'est quand même très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Et c'est, à mon avis, ce qui différencie souvent les films qui sont explicitement chrétiens, parce qu'ils relatent la vie de Jésus ou je ne sais pas, la vie d'un apôtre, etc. Et ceux qui ne le sont pas, qui ne sont qu'implicitement chrétiens parce qu'ils racontent une autre histoire, mais qu'ils véhiculent un message chrétien. Si vous voulez... il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Marie-Madeleine, sur lequel on pourrait parler des heures sur les erreurs qu'il peut contenir. Il y avait quelques incongruités, mais qui fonctionnent. Une certaine perversité dans certains propos, etc. Mais bon, qui est un film qu'on va dire qui se veut explicitement chrétien. Il se veut explicitement chrétien. Il parle de Marie-Madeleine, des derniers jours de la vie de Jésus, de sa crucifixion, de sa résurrection, etc. Mais je n'ai pas trouvé qu'il avait un message très pertinent dans ce film-là, sinon qu'il additionnait des propos évangéliques de façon un peu théorique, abstraite. Alors que vous prenez un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est un des meilleurs films qui est sorti depuis le début de l'année, c'est Three Billboards, Les panneaux de la vengeance, qui a d'ailleurs été oscarisé, enfin du moins la comédienne qui a le rôle principal a été oscarisée. Et Three Billboards, Les panneaux de la vengeance, est un film qui ne se veut pas chrétien. Non, mais dont le message est chrétien. Il se voudrait plutôt un peu humaniste, dans un sens, dans le mauvais sens du terme, si je puis dire. Et en fait, ce film commence avec des personnages, plusieurs personnages, qui sont dans la colère, dans la vengeance, l'esprit de vengeance, la haine, et il se termine dans la miséricorde, la rédemption et la charité, en quelque sorte. Donc ça c'est assez étonnant. Et je pense même que le cinéaste n'avait absolument pas l'intention de faire passer ce message, mais il est passé malgré lui. Il a été porté par son histoire. Un peu comme Xavier Beauvois dans Des hommes et des dieux, où c'était plus facile. C'est étonnant cette propension de certains cinéastes athées de prendre ces sujets. La prière, qui est donc l'histoire de j'ai envie de dire, la résurrection, la remise en forme d'un jeune drogué breton qui n'arrive pas à se sortir de son addiction et qui est pris en main par ces congrégations, comme il y en a beaucoup, d'hommes et de femmes, pour récupérer tous ces jeunes. Donc c'est dans une région montagneuse en Haute-Provence. C'est ça, Et ce sont pas des prêtres, mais c'est comme un ordre. Et ils sont racontés, parce que c'est vous qui êtes invité. Oh, mais vous le racontiez très bien. Mais écoutez, ce jeune garçon arrive pour tenter de se reconstruire. Et ça ne va pas de soi, parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Il y a la prière. Il y a la prière. Et c'est par la prière et le travail. Et le travail. C'est la prière, le travail, une discipline de faire. Monastique. Une discipline quasi monastique, absolument. Et il se décourage en cours de route. Il se décourage, mais jusqu'au moment où finalement la grâce intervient. Et il va même jusqu'à exprimer la vocation de la prêtrise. Alors le film ne conclut pas. Le film, pudiquement, ne conclut en rien. Parce qu'on ne sait pas s'il va... C'était pas le sujet, d'ailleurs. Non, ce n'était pas le sujet. On ne sait pas s'il va devenir prêtre, et aller au séminaire. On ne sait pas s'il va le rester avec cette jeune fille avec laquelle il avait eu une relation amoureuse. Mais cette fois-ci, peut-être en tout bien, tout honneur. Et d'ailleurs, le film contient une scène, moi, que je regrette beaucoup, qui est cette scène de relation entre... et qui, à mon avis, n'apporte pas grand-chose. Et empêche de montrer le film à des gens
plus jeune. Ah, c'est sûr. Et ça, c'est bien dommage. C'est sûr. Elle est un peu explicite. Oui. Mais bon, ça c'est la mode du temps. Hein. Il faut. Mais c'est peut-être même une exigence du producteur. Il faut, voilà. Voilà. Mais elle est quand même assez belle. Je l'ai trouvée assez jolie. Oui, c'est bien. Je suis pointilleuse sur le sujet, mais là, je l'ai trouvée belle. Il faut dire que la fille est belle. Oui, la fille est belle. La fille est belle et très saine. Oui, absolument. Absolument. Et ça change un peu de d'autres scènes du même type, un peu salaces. Mais c'est étonnant de voir un athée qui célèbre la force de la prière. Oui, bien sûr. C'est quand même tout à fait étonnant. Oui. Et puis, ces autres films de démonstration. Alors, Jésus l'enquête, ça c'est des films américains. Jésus l'enquête, c'est quand même tout à fait étonnant. Alors ça, ce sont des films qui appartiennent au mouvement cinématographique que vous citiez tout à l'heure, les faith-based movies, les films basés sur la foi. Et Dieu n'est pas mort. Et Dieu n'est pas mort. Alors c'est notre ami Hubert de Torcy qui est et les productions responsable de Sage Distribution qui fait un gros travail de sélection de films pour les distribuer en France, essayer de les sortir, si possible en salle, quelquefois malheureusement uniquement au DVD. Mais là, je suis assez partagé, il y a à boire et à manger. Dans toute cette distribution... Vous trouvez que c'est un peu évangélique? Je trouve que c'est un peu trop évangélique. Ça présente... Évangéliste, oui. Ça présente la foi d'une manière qui est sous un mode qui est trop sentimental, naturaliste, de toute façon, d'une façon édulcorée. Ah oui, il y a des miracles. Voilà. Alors pour nous, petits esprits cartésiens, rationalistes, c'est choquant. Mais je trouve que ce sont quand même des films qui font du bien. Parce qu'on se remet en position d'enfant. Et dans les mains de la Providence. Certainement. Et on a un peu oublié ce que c'était que la Providence, et que si on ne se confiait pas à la Providence, eh bien peu de choses arrivaient. Je crois que je vous suis tout à fait. Je suis pas très protestante, pro-protestante. Je n'aime pas. Les évangélistes nous bouffent du terrain, parce qu'en fait, là où il y a des évangélistes, le catholicisme n'avance plus beaucoup. Exactement. Mais je suis quand même admirative du travail qu'ils font. Absolument. Et je dois vous dire que les films que je regarde chez moi, sur mon petit ordinateur, dans la pièce que j'ai organisée pour ça, avec un grand écran, j'y trouve du bonheur, y compris ces enfants guéris, ces enfants malades guéris, j'ai plus les enfants morts, les enfants morts qui ressuscitent, enfin des histoires étonnantes. Mais je pense qu'à regarder en famille, c'est quand même assez utile. Il faut les commenter. Il faut les commenter. Replacer les choses dans leur contexte. Il faut les commenter. Faire sortir les différences qu'il peut y avoir avec la religion catholique. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un rôle des familles essentiel là? Bien sûr que oui. C'est une des motivations de ce livre qui est pas destiné à des spécialistes. Enfin, il peut intéresser les spécialistes, des historiens du cinéma, etc., puisque je crois qu'il n'y a jamais eu de tentative encyclopédique de cette nature sur ce sujet-là. Mais le film n'est pas du tout, le livre n'est pas du tout écrit pour des spécialistes, il est écrit pour Monsieur Tout le Monde, et c'est facile par les thématiques qui sont abordées, de faire des choix sur des films et de se dire ça, c'est peut-être pas la peine que je le montre à mes enfants. Mais plus personne ne leur apprend les épisodes de la Bible. Bien sûr. Et puis la vie des saints, moi là, il y aurait une mine encore. Je suis une grande adepte de la vie des saints. Je trouve que c'est absolument primordial. Et le dernier que j'ai vu, c'est la vie d'Ignace de Loyola, très intéressant. Dont vous parlez. J'en parle, et c'est dommage que ce film n'ait pas pu sortir sur les écrans. Et il est magnifique. C'est la vie du jeune Ignace. Très intéressant. En Espagne, une espèce de petit-fils de famille noble espagnole, avec sa fougue, son sens de l'honneur. Malheureux puisqu'il a tué sa mère en naissant, et donc qui est rejeté par son père. Mais il sait se battre et il se bat bien. Et de soldat terrestre, il va passer au rôle de soldat de Dieu. C'est
magnifique. C'est très bien, et c'est surtout bien fait pour le public d'aujourd'hui et pour les jeunes. Oui. Parce que la mise en scène est attractive pour eux, elle est assez moderne, sa mise en scène, elle n'est pas figée. Et c'est de nature à accrocher un public jeune. Alors, vous soulignez qu'il y a peu de films sur Marie. Et vous nous rappelez seulement un film, et j'ai très envie de le voir, c'est Mater Dei, un film qui date de 1950, et qui est réalisé par un prêtre. Alors je crois que vous pouvez le voir à partir de votre ordinateur. Oui, si vous cherchez, vous allez pouvoir. Don Emilio Cordero. C'est ça, qui est un prêtre de la société de Saint-Paul, qui avait été créé après la guerre par le bienheureux Giacomo Alberione, je crois, si je ne me trompe pas, et dont la vocation de cette congrégation était d'utiliser tous les moyens modernes de communication pour évangéliser. Et cette société a réalisé plus d'une cinquantaine, je crois, de courts-métrages de nature catéchétique, et puis quelques longs-métrages, et surtout ce Mater Dei, qui est une petite merveille dans son genre. Ouais, je suis très contente. Certains peuvent trouver un peu kitsch, mais moi je trouve que c'est très très intéressant. Oui, non, mais c'est autour du chapelet plutôt. C'est autour du chapelet même. Hein. C'est la construction du film, c'est le chapelet. Ouais. Non, mais c'est un conseil précieux. Vous soulignez la différence qu'il y a entre l'Italie et la France. Bien sûr. En Italie, il y a encore sur les chaînes de télévision, à des heures de grande écoute, des films chrétiens. Absolument. Ce qui a complètement disparu. Alors, qu'est-ce qui se passe en France ? C'est la RAI qui est à l'origine de la production de toute cette série de la Bible, etc. Ça veut dire qu'en France, il n'y a plus de chrétiens à la télévision. Qu'est-ce qui se passe ? Au début de notre entretien, je parlais d'une société post-chrétienne. Donc voilà, c'est clair. Enfin, tout de même, on paye la redevance. Oui. Il faudrait peut-être leur rappeler. Oui, bien sûr. Oui. Quand est-ce que vous lancez une pétition ? En tout cas, si c'est dans mes charismes. D'où la nécessité de ces productions sages, encore une fois. Oui, si vous voulez, chers auditeurs, téléspectateurs, que cette maison continue à diffuser ces films chrétiens, il faut les acheter, les diffuser vous-même, parce que sinon, il n'y aura plus de ce genre d'action. Et puis, c'est le moment de rendre hommage à cette réalisatrice, Cheyenne Marie-Caron, qui fait un travail extraordinaire. Vous parlez très joliment de l'apôtre. Oui, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu ambigu à la fin. Je regrette un petit peu la fin la dernière image, qui est un peu problématique, mais bon, je pense que Cheyenne Marie-Caron est plutôt une convertie récente, et que l'enthousiasme peut lui avoir fait réaliser des petites... Elle est à cheval sur deux cultures aussi. Elle est à cheval sur deux cultures. Ça compte aussi. Ça compte aussi beaucoup. Ça compte. Et puis, elle a cette idée œcuménique chevillée au corps, que nous, étant plus vieux, nous avons moins. Oui, certainement. certainement. Nous sommes de la génération... le christianisme est la vérité. Absolument. Je suis la vérité et la vie. Et voilà. Mais elle fait un travail extraordinaire. Je n'ai pas vu sa dernière réalisation encore. Sur la jeunesse, elle a l'art de... Elle a l'art de trouver les sujets, de les trouver. Oui, absolument. Et puis la musique de l'apôtre était fantastique. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Avec Anima. Oui. Qu'est-ce que l'on pourrait encore dire de votre beau livre, mais qui c'est une mine. C'est une mine. Beaucoup de films à découvrir, beaucoup de films à visionner. Il y a un chapitre qui est difficile, c'est celui sur le diable. Et sur le diable, oui. C'est le plus gros chapitre du livre, malheureusement. Vous avez raison. C'est impressionnant. Hein. Et vous avez raison parce que... Le prêtre également est un sujet très cinématographique. Si mal compris et si... mal représenté. Mal représenté et si... de façon très peu honorable. Du moins, encore une fois, jusque dans les années 60. Oui. Car je n'ai pas décelé, en dehors chez des gens comme Buñuel, etc., d'anticléricalisme notoire et
d'agressivité vis-à-vis du prêtre, donc avant cette période-là. C'est après que ça se détériore, même dans la comédie. Oui, si vous prenez les Don Camillo, Don Camillo, c'est une représentation extraordinaire du prêtre. Je ne sais pas si c'est même pas la meilleure des représentations qui ait été faite, parce qu'avec l'humour en plus, c'est encore on plus le beau. revoit, sans avec problème. Un bonheur. Ah, oui. Mais il y en a eu 7. De films. Il y en a eu 5 qui ont été tournés avant la période conciliaire et de mai 68, et les 2 qui ont suivi, c'est catastrophique, c'est terminé. C'est terminé, puis après ça bascule, vous avez... Et puis après il y a ces films qui sont terriblement agressifs. Je pense à ce film avec Christian Clavier et sa femme, dont les 3 filles vont épouser 3 confessions différentes. Absolument. Et comme par hasard, le seul prêtre, ou imam, ou rabbin, il n'y a que le prêtre qui est ridiculisé. Mais vous avez pire encore que ça, c'est sorti cet automne, au moment de la Toussaint, c'est un film qui s'appelle Coexister. Et qui, je me suis évité ça. Rien que le mot m'énerve. Mais c'est quand même... Et qu'est-ce que c'est ? C'est impressionnant, parce que l'idée est partie du groupe de chanteurs, les prêtres, je crois. Il était 3. Oui. Et le scénariste et réalisateur a imaginé qu'on pouvait prendre un rabbin, un faux imam et un prêtre. Alors, je vous passe le détail de l'intrigue, etc. Mais au bout du compte, il n'y en a qu'un qui tombe dans le péché et qui renie quasiment son engagement de prêtre, sa vocation de prêtre, etc. C'est le prêtre catholique. Oui. Non, mais quand on veut détruire une religion, il faut détruire ses vecteurs. C'est ça. Et donc il faut tuer le prêtre, c'est le sport favori de notre temps, c'est évident. Alors que j'ai envie de dire la somme de renoncement et la somme de sacrifice auquel que ces hommes acceptent pour faire pour accomplir cette vocation devrait demander un petit peu de respect. Absolument. De la part de tous ceux qui les approchent. Absolument. Mais c'est ainsi. Quant au diable, le diable, il a disparu des écrans. Il paraît même que... Comme l'enfer. Oui, voilà. Vous savez bien que l'enfer n'existe plus. L'enfer n'existerait plus. Enfin, n'existerait. On me permettrait de parler au conditionnel, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais oui, il n'existerait plus. Et les âmes qui seraient pas en amitié avec Dieu disparaîtraient. Dante n'est plus très lu. C'est ça le problème. C'est ça. Voilà. En tout cas, chers amis de TV Liberté, il faut que vous ayez dans votre bibliothèque Quand le christianisme fait son cinéma de Bruno de Séguin-Pazzi, et vous aurez la Bible de ce qu'il faut regarder et de ce que l'on peut éviter pour vous-même et votre famille. Vous pouvez aussi suivre Bruno de Séguin-Pazzi sur le Salon Belge et sur le site Liberté Politique, où vous donnez régulièrement vos critiques. Oui, quand ce sont des films qui touchent la chrétienté en général, ou qui sont d'un intérêt majeur. Merci beaucoup, Bruno de Séguin-Pazzi. Je vous en prie, Anne Brassier, merci beaucoup. Et considérez-vous comme chez vous dans cette émission, si vous avez un film que vous avez envie de défendre, eh bien vous débarquez et nous vous accueillerons avec joie. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Amis de TV Liberté, à très vite. Amis de TV Liberté, bonjour pour cette rubrique livre. Nous avons un invité de marque, Elena Perrou, pour un livre qui s'appelle Un Russe nommé Poutine aux éditions du Rocher. En ces temps de grandes accusations, chaque matin, midi et soir, puisque vous le savez, il y a une petite histoire drôle qui circule. Donc j'ouvre les guillemets. Theresa May a été violée devant le 10 Downing Street et Poutine l'apprend et il se retourne vers son entourage et il dit « Que dit la presse internationale? Est-ce moi qui l'ai fait ou est-ce les Russes, tous les Russes dans leur ensemble ?» On en est là. Hein? Et vous, vous êtes franco-russe, vous avez passé votre enfance en Russie.
vous parlez russe, et vous nous présentez un personnage que finalement on ne connaît absolument pas. Et ça, c'est la richesse de votre livre. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est difficile, vous avez eu accès à des textes qu'aucun autre ne peut lire, en tout cas aucun occidental? Il faut connaître la langue russe pour lire certains textes. Voilà. Oui. Donc, est-ce que c'était vous qui deviez faire ce travail, finalement, et personne d'autre? En toute franchise, bon, il y a eu pas mal de livres écrits sur Vladimir Poutine en français. Moi, je ne prétends pas avoir tout lu ce qui s'est publié en langue française, mais je dois dire que je n'ai pas retrouvé dans les textes accessibles en langue française la réalité de ce que je connaissais moi et de l'URSS, puisque c'est en URSS que j'ai grandi, avant la chute du mur et avant la chute de l'URSS à Moscou, et de ce que j'ai retrouvé ensuite en étant à Saint-Pétersbourg, alors à l'âge tout à fait adulte, puisque j'ai eu le plaisir, le bonheur et l'honneur de diriger l'Institut français de Saint-Pétersbourg pendant quelques années, entre 2005 et 2008, et Vladimir Poutine était déjà président, et Saint-Pétersbourg est sa ville natale, et en vivant à Saint-Pétersbourg, j'ai compris beaucoup de choses. Et ensuite, bon, je travaille maintenant entre la France et la Russie, donc je suis amenée à y retourner très souvent, et c'est vrai que je ne retrouvais pas dans ce que je trouvais en langue française, donc accessible à un public francophone, peut-être toute la réalité de la complexité russe. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est l'enfance. Tout homme est complètement déterminé par son enfance, c'est évident. Et cette enfance, Vladimir Poutine dira « La vie est simple mais cruelle ». Parlez-nous de cette enfance. Alors, La vie est simple mais cruelle, c'est un extrait d'un article très intéressant écrit alors, par Poutine à la première personne, qui est paru en avril 2015. Si je me souviens bien, je le cite longuement dans le livre. Et c'est un article paru dans un journal pour adolescents où il revient sur ce qu'il a appris de ses parents qui sont tous les deux survivants du blocus de Leningrad. Alors ça, vous voyez, c'est une période de la vie du pays, de la vie de la ville de Leningrad-Saint-Pétersbourg et de la vie de Poutine qui est très mal connue. Et vous avez raison, je pense qu'on comprend beaucoup de choses si on s'intéresse à ce moment particulier. Alors Poutine est le troisième fils en réalité d'une famille, mais dont il est le seul survivant, puisqu'il n'a pas connu ses deux frères aînés. Bon, il a un premier frère aîné qui est né et mort avant la Deuxième Guerre mondiale, et un deuxième frère aîné qui est mort pendant le blocus de Leningrad. Il avait, je crois, 3 ans. Jusqu'à très récemment, il n'a pas su où ce frère était enterré. Enfin, il l'a appris il y a très longtemps. Ses parents, qui sont morts en 98 et 99, ne l'ont jamais su. Alors, ses parents ont survécu donc à ce blocus de Leningrad. Quand on pense Deuxième Guerre mondiale, URSS, on pense Stalingrad, et à juste titre. La bataille de Stalingrad a été épouvantable et a été certainement un tournant dans la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, le blocus de Leningrad est un épisode très mal connu. Or, Leningrad a connu 900 jours de blocus entre 1941 et 1944, 872 exactement, et c'est un épisode pendant lequel la population de Saint-Pétersbourg a été divisée par 4. 2,5 millions d'habitants avant le blocus, 600 000 après le blocus. Et il faut savoir que pendant le premier hiver du blocus, donc l'hiver 41-42, en 3 mois, la ville a perdu autant d'habitants civils que de Britanniques pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour vous donner une idée de l'impact terrible de ce blocus. Et tous les Russes, tous les Pétersbourgeois, les Léningradois qui ont survécu au blocus sont des héros et des hommes d'un courage et des femmes d'un courage extraordinaire. Et il se trouve que le père comme la mère de Poutine sont 2 survivants de ce blocus. Alors, dans ce texte, la vie est une chose simple et cruelle. Effectivement, Poutine revient très en détail sur la manière dont ses parents ont traversé le blocus et la manière dont, à plusieurs reprises, ils ont survécu de manière quasi miraculeuse. Et la mère qui était emportée dans un chariot comme quasi morte. Quasi morte. Et le père qui revenant de l'hôpital avec des béquilles, parce que le père de Poutine a été ensuite estropié à vie pour une grenade qu'il a reçue pendant le blocus, effectivement s'arrête devant ces brancardiers qui emportent les cadavres, entend que sa femme respire encore et dit « tu me la remontes tout de suite ». Poutine le dit avec un certain humour, avec un panel de mots très fleuris de la langue russe.
Et le brancardier lui dit, mais vous savez qu'on ne revient pas avant 3-4 semaines, donc si il faut l'emmener à la morgue, nous ne pourrons, enfin à la morgue, pardon, à la fosse commune, nous ne pourrons pas le faire. Il dit, je m'en occupe, et il l'a veillé, et cette femme a survécu, et Poutine est né en 52, donc il n'a pas connu, lui, le blocus, mais vous savez, le blocus s'est arrêté en 44, 52, la mémoire du blocus était encore très très fraîche. Évidemment. Et aujourd'hui encore, ce qui est surprenant, quand on visite Saint-Pétersbourg, quand on visite par exemple, on se promène sur l'artère principale de Saint-Pétersbourg, les Champs-Élysées pétersbourgeois, la perspective Nevski, à 10 mètres de là où j'ai fait déménager l'Institut français, à l'adresse natale de Sacha Guitry d'ailleurs, sans faire exprès, mais ça c'est un joli clin d'œil de la francophilie russe, eh bien il y a une plaque qui est restée du temps du blocus où il est écrit ce côté-ci de la rue est plus dangereux que l'autre en cas de tir d'artillerie, parce qu'il faut savoir que les troupes nazies étaient à une vingtaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Alors, mémoire de la guerre, et puis mémoire de cette vie en URSS, vie extrêmement dure. Le petit Poutine vit beaucoup dans la rue et aurait très bien pu devenir un schnappant si il n'avait pas rencontré le judo. Le judo. Judo. Et un maître. Et un maître, bien sûr, qui a été un peu son deuxième père, son professeur de judo, survivant du blocus lui aussi. En russe, on appelle ces gens-là blakadniki. Blakadniki, c'est un titre de gloire pour les Russes. C'est une très, très belle médaille. Et alors, Poutine a passé une enfance très modeste. Ses parents étaient, vous savez, ouvriers l'un et l'autre. Et il vivait dans un appartement communautaire. Alors, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'en France, un appartement communautaire. La version sympathique, c'est le film Les poupées russes de Klapisch. La version moins sympathique, c'est Est-Ouest de Régis Varnier, où vous voyez des délations, enfin des choses très, très dures. Bon, la famille de Poutine vivait dans un appartement où il y avait 3 autres familles et ils partageaient les toilettes, salle de bain et la cuisine. Et ils avaient une seule pièce de 20 mètres carrés pour eux 3. Alors évidemment, il passait le plus clair de ses journées, quand il n'était pas à l'école, avec ses amis dans la cour. Et Poutine n'est pas très grand, il n'était pas très grand en taille enfant, et il avait besoin de faire usage de ses poings pour se défendre de temps en temps. Et il n'était pas excellent à l'école d'ailleurs. Il a rencontré le judo à l'âge de 13 ans. Et lorsqu'il a rencontré le judo, alors le judo venait de faire son entrée sur la scène internationale comme discipline olympique, donc c'était très très nouveau, et très nouveau pour les Russes aussi. Il avait commencé à faire un peu de boxe d'ailleurs avant le judo, mais on lui a cassé le nez. Et donc il n'a pas voulu continuer la boxe. Et en rencontrant le judo... Ça arrive souvent quand on fait de la boxe. Je pense. Et en rencontrant le judo, il a rencontré vraiment une école de vie. Une école de vie où on apprend à respecter son partenaire, où on apprend à faire usage non seulement de sa force physique, mais de sa force mentale. Et on apprend surtout à utiliser la force du partenaire à son profit. Et je dois dire que le seul ouvrage dont il soit le co-auteur à ce jour, c'est une méthode de judo. Alors il est co-auteur avec d'autres grands maîtres du judo, parce que lui est ceinture noire de judo, mais enfin il n'en a pas fait sa profession. Et cette méthode est sortie en 2000 et ressortie en 2008 avec un DVD très intéressant où Poutine, pendant quelques minutes, explique ce que le judo lui a apporté. Et je le cite effectivement dans le livre parce qu'on se rend compte, quand on regarde la manière dont il analyse et la manière dont il agit sur la scène internationale, que c'est, si je puis dire, un judoka pratiquant. C'est... Notamment utiliser la force de l'adversaire à son profit. À son profit. C'est-à-dire au profit de la Russie en l'occurrence, bien sûr. Bien sûr. Alors, donc ce jeune homme va faire des études. Il est très vite repéré puisqu'il est... Alors le judo fait que, la discipline du judo fait qu'il devient très bon à l'école. Oui. Ça, le professeur de judo qui a dû venir voir ses parents chez lui pour les convaincre de laisser leur fils suivre ses cours de judo, lui a dit « mais vous verrez, le judo va l'aider à se structurer et ses résultats scolaires vont suivre ». C'est ce qui s'est passé. Et effectivement, à partir de 13-14 ans, il est devenu un bon élève, un très bon élève même. Et on passe sur les détails, mais ce qui est étonnant, c'est Helsinki qui lui dit « je vous ai choisi parce que le peuple croit en vous ».
Parce que les autres croient en vous. Les autres croient en vous, oui. Alors là, on est effectivement quelques années plus tard, en 99, lorsque Vladimir Poutine devient Premier ministre, en août 99, il ne devient pas seulement Premier ministre, il devient le successeur désigné de Boris Yeltsin. Il faut savoir que Boris Yeltsin, donc président depuis 91, premier président de ce jeune pays, la Fédération de Russie, a été très mal réélu en 96. C'est d'ailleurs la seule fois où il y a eu un deuxième tour à une élection présidentielle, encore une fois de cette très jeune démocratie russe. Et mal réélu, malade, il savait qu'il n'irait pas au bout de son deuxième mandat. Donc il avait besoin de trouver un successeur et de pouvoir passer le relais à quelqu'un qui soit non seulement à la hauteur, mais il le dira dans la manière dont il dit au revoir aux Russes le 31 décembre 1999 et de la manière dont il intronise Poutine. Il lui a dit « Vous allez avoir quelqu'un de meilleur, de plus jeune, de plus compétent que moi ». Et pendant ce qui est quand même très très rare comme phrase. Ce qui, je pense, rarissime. On ne voit pas beaucoup nos présidents qui se succèdent dire ça. Hein. Je pense que c'est rarissime. Le 31 décembre 1999, vous disiez, ce livre, je l'ai vraiment écrit en travaillant énormément à partir de documents russes. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment les Russes voient Poutine. Ce que Poutine leur donne à voir, et donc travailler essentiellement à partir de sources russes. Et donc pour les russophones, c'est passionnant de regarder ces deux vidéos du 31 décembre 1999, Yeltsin disant au revoir à la télévision, tout en souhaitant une bonne année évidemment à ses concitoyens, 11 minutes, il passe, je dirais pas la moitié de son intervention, mais une bonne partie de son intervention à demander pardon pour ce qu'il n'a pas réussi à faire. Là aussi, on n'imagine pas ça. Hein, pendant ces années. C'est peut-être pas très, très occidental comme mode de fonctionner. Et Poutine, alors beaucoup plus court, qui rassure ses concitoyens, parce qu'évidemment, cette passation de pouvoir-là ne s'était jamais produite encore dans cette, encore une fois, très jeune démocratie russe. Mais simplement, la constitution russe de 93 stipule qu'en cas de démission du président, et c'est bien ce qui s'est passé le 31 décembre 99 à midi pile, eh bien c'est le Premier ministre qui est président par intérim jusqu'à l'élection du président. Et Poutine s'est présenté à l'élection le 26 mars 2000, a été élu au premier tour. Avec une courte majorité. Et c'est ce soir-là même qu'il va sur les lieux du combat ? Alors ce soir-là même, le 31 décembre 1999, en effet, dans la nuit, son premier geste de président, il n'ira pas le fêter au Phuket, il ira en Tchétchénie, il ira sur le théâtre des opérations avec le directeur du FSB de l'époque. Mais c'est un geste qu'il faut bien interpréter dans ce contexte particulier de la deuxième guerre de Tchétchénie qui a commencé en octobre, donc 3 mois avant qu'il n'accède à la présidence. C'est un geste fort de Poutine disant au peuple tchétchène, n'ayez pas peur, les terroristes ne doivent plus vous prendre en otage, de leurs revendications séparatistes et de leur souhait de construire une république islamique aux portes de la Russie. Il va voir les combattants qui se battent, parce que l'armée était faite essentiellement d'appelés à ce moment-là, et les soldats qui se battent sont extrêmement jeunes. Et Poutine emmène dans son avion les mères de ces soldats, puisque la plupart d'entre eux ne sont pas mariés. Et la manière de leur faire plaisir, c'est d'emmener la personne qui leur est la plus chère, à savoir leur mère. Donc il est accompagné des mères de ces soldats, et il emmène 200 poignards. On est toujours dans le charnel, jamais dans l'idéologie. Ah non, c'est très très charnel. C'est extraordinaire. Oui, et il emmène, donc il leur offre à chacun 200 poignards qui sont des poignards symboliques avec un petit mot gravé pour chacun. Pour dire, battez-vous pour la Russie. Pour la Russie. Mais encore une fois, la Tchétchénie fait partie de la Russie. Et son premier geste, effectivement, c'est pour la Tchétchénie. Cette guerre a été épouvantable et on a beaucoup lu en Occident, et on a eu raison de le lire, une journaliste extrêmement courageuse comme Anna Politkovska, qui a beaucoup écrit sur la guerre en Tchétchénie, qui a décrit les horreurs de la guerre. On ne fait pas la guerre en gants blancs. Non. Simplement, il ne faut pas se méprendre, je crois, sur la portée de cette guerre. Ce n'était pas une guerre contre la Tchétchénie, c'était une guerre contre le terrorisme international. Et en travaillant sur le sujet, j'ai travaillé à partir de sources russes, mais pas seulement,
Il se trouve que la première fois que Poutine prend la plume pour écrire en anglais dans le New York Times, c'est un article de novembre 1999 où il explique à l'opinion publique américaine pourquoi il engage la force armée en Tchétchénie. Et cet article que je cite abondamment dans le livre s'appelle « Why we must act ». Pourquoi nous devons agir. Et il est question dans cet article, donc je vous parle bien de novembre 1999, de la République islamique et de... Il a été très en avance sur... Il a eu une vision, en tous les cas, du danger islamiste et il a essayé de le combattre. Et les Russes vivent en harmonie avec leur communauté musulmane. Non seulement les Russes vivent en harmonie, mais les musulmans sont russes. C'est-à-dire que... Ils sont russes avant d'être musulmans. Ils sont russes avant d'être musulmans, et ça c'est une réalité qu'on n'a pas toujours à l'esprit quand on regarde la Russie avec des yeux d'occidentaux. On voit évidemment la partie européenne, mais on ne voit pas du tout l'extraordinaire diversité qu'il y a en Russie. Vous savez, sur ces 10 000 kilomètres d'est en ouest, il y a quelque chose comme, les spécialistes disent, entre 160 et 190 ethnies. Et évidemment une mosaïque de confessions. Et les musulmans représentent aujourd'hui 15% de la population russe. Mais ils sont russes. Et c'est un sujet sur lequel je reviens beaucoup dans le livre, parce qu'il me semble que c'est un angle qu'on ne... Vous êtes très éclairante, et on a quelques leçons à prendre là aussi. Il y a un autre domaine, on entend toujours en Europe, oh, c'est affreux, il a mis un oligarque en prison, mon Dieu. Mais il faut se replacer dans la situation des Russes qui voient leur économie complètement chancelée sous les coups des oligarques, Alors, oui, je crois qu'une des explications du succès de Poutine depuis 2000 est la manière dont les Russes voient les années Poutine, encore jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a été très bien réélu en mars dernier, le 18 mars, c'est qu'il faut bien comprendre à quoi Poutine a succédé. C'est-à-dire que ces années Yeltsin, il ne faut pas jeter l'opprobre sur Yeltsin de manière trop facile, si vous voulez. Il a fait ce qu'il a pu. Voilà. Et il le dit, le 31 décembre 1999, il dit « J'ai vraiment fait ce que j'ai pu et je suis désolé, je demande pardon de ne pas avoir fait mieux et plus ». En revanche, s'il a conduit la Russie sans trop de secousses, parce que ce changement immense, la chute d'un empire de 70 ans, s'est faite quand même à moindre coût, dans le sens où ça aurait pu être beaucoup plus sanglant. Ça aurait été beaucoup plus sanglant. Donc, ce qui a été très dur pour les Russes, c'est qu'ils ont été exsangues économiquement. Et en effet, donc ces années 90, ça a été, on n'imagine pas ça en France, mais c'était une inflation à 3 chiffres, 4 chiffres même en 92. Imaginez-vous 2500% d'inflation, rien dans les magasins, des salaires qui n'étaient pas payés, les fonctionnaires n'étaient pas payés pendant plusieurs mois. Donc c'était vraiment le règne de la débrouille. Beaucoup de Russes sont partis et il y a eu une catastrophe démographique qui a commencé à ce moment-là aussi. Donc ça a été... Les Russes ont vécu ça de manière très difficile. Et ils ont vu donc des années très dures pour chacune des familles et un certain nombre d'oligarques qui se sont enrichis de manière éhontée, très rapidement, pendant ces mêmes années, et surtout après 1996, après donc cette mauvaise réélection de Poutine. Avec cette affaire de Yukos, que je trouve très emblématique. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors cette affaire de Yukos, donc Yukos, c'était un conglomérat pétrolier mis en route, créé par, donc je vais le dire à la russe, Mikhail Khodorkovsky, qui effectivement est un homme qui avait des visées politiques. Et Poutine, en arrivant en 99-2000 au pouvoir, n'est pas seul au pouvoir, parce que le pouvoir entre 96 et 99 a été très largement confié aux oligarques. Alors le plus emblématique d'entre eux, Berezovsky, n'était plus dans le jeu assez rapidement, c'est-à-dire qu'il a dû s'exiler en Angleterre. Mais un autre a voulu rentrer dans le champ politique. Et si vous voulez, c'était une époque où le droit était très vacillant et si on voulait trouver
des motifs de condamnation et d'incarcération, on pouvait en trouver très facilement. Et puis il y a cette vente de faire entrer un capital étranger. Ce que souhaitait Khodorkovsky, qui était un homme, alors de son point de vue, un homme d'affaires avisé, c'est qu'il voulait faire entrer au capital de Yukos des capitaux, des partenaires américains. Oui. Et ça, pour Poutine, c'était inimaginable que des actifs aussi stratégiques que, évidemment, les ressources naturelles les plus précieuses de la Russie, à savoir le pétrole et le gaz, puissent être contrôlées par des mains étrangères. Donc en 2003, Khodorkovsky se retrouve en prison jusqu'en 2013. Il passera 10 ans en prison. Mais pour revenir sur le dossier tchétchène, moi, c'est en travaillant sur le sujet, très honnêtement, je l'ai découvert. Je ne connaissais pas cette lecture qu'avait Khodorkovsky du dossier tchétchène. Il donne beaucoup d'interviews depuis qu'il est... il appuie Poutine. Depuis 2013-2014. Il reste un opposant à Poutine sur la ligne économique démocratique, ça de manière très nette. En revanche, sur la Tchétchénie, c'est étonnant de voir à quel point il a exactement la même lecture que Poutine. Ce qu'il dit, c'est que si on n'avait pas employé la force armée en 1999, c'était des dizaines de millions de morts à moyen terme. C'est-à-dire qu'il voyait toute la région s'embraser, et la Tchétchénie n'étant qu'une plateforme, si vous voulez, pour déstabiliser la Russie dans son ensemble. Et quelqu'un d'autre a soutenu Poutine, c'est le grand Solzhenitsyn. Oui. Alors Solzhenitsyn, là aussi, très honnêtement, je ne savais pas à quel point il avait apprécié l'action de Poutine. Oui. Alors Solzhenitsyn, il faut rappeler qu'il est mort en 2008. Sa dernière grande interview, il la donne en 2007 à un journal allemand, au Spiegel. Et j'en cite de larges extraits dans le livre. Et il dit d'abord, Poutine a hérité d'un pays à genoux, complètement exsangue, et petit à petit, il s'est employé à le relever. Et les gens ne l'ont pas compris tout de suite. Ça, c'est ce qu'il dit en 2007. Il avait refusé de recevoir la plus grande récompense russe des mains de Yeltsin, au moment où il est rentré, après des années d'exil aux États-Unis. Au moment où il rentre en Russie, Yeltsin veut l'honorer. Solzhenitsyn refuse parce qu'il dit « Je ne veux pas recevoir cette médaille de celui qui a mis par terre mon pays ». Il a un jugement très sévère à l'égard de Yeltsin. En revanche, il acceptera, et avec joie, de recevoir cette médaille des mains de Poutine. Et il dit aussi dans cette même interview, il ne faut pas se méprendre sur l'étiquette KGB accolée à Poutine. Alors c'est vrai que Poutine, en sortant de l'université en 1975, l'université de Saint-Pétersbourg, où il a fait du droit, rentre au KGB. C'était son souhait, mais au KGB, on est choisi, on ne fait pas acte de candidature. Donc au moment où il est recruté dans les rangs du KGB, il va rester de 75 à 90, en passant les 5 dernières années en poste à Dresde, en Allemagne, ce qui fait d'ailleurs de lui le dirigeant russe sans doute le plus occidental que la Russie ait eu depuis très longtemps. Donc là aussi, il ne faut pas se méprendre sur la lecture qu'on peut avoir des événements. Et malheureusement, le climat est un peu frais en ce moment entre la Russie et l'Occident, mais Poutine est très honnêtement, sans doute, au départ, en tous les cas, le chef d'État russe le plus occidental. Et Solzhenitsyn dit, Solzhenitsyn qui a passé des années au goulag, dit Poutine n'a rien à voir avec ce KGB-là, c'était pas un gardien de goulag, c'était un homme qui était engagé dans les renseignements extérieurs, c'est-à-dire l'équivalent de la CIA, si vous voulez, et ce sont des gens dont un pays normalement constitué devrait être au contraire très fier. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est Solzhenitsyn. C'est une sorte de... Cette école, c'est une sorte d'énarque, enfin c'est l'ENA. Ce sont les cadres de la cité. Ce sont les cadres, en tous les cas, ce sont les cadres du pays, et ce sont les cadres au moment des années 90 où tout l'édifice étatique non seulement vacille, mais s'effondre. Le seul corps qui tienne encore, c'est ce corps-là. Et j'ai retrouvé un article d'un général du KGB depuis longtemps à la retraite qui revient sur ces années-là pour expliquer mais pourquoi il y avait autant de gens du KGB dans l'entourage de Poutine les premières années. Il dit mais c'est très simple, c'est parce que au moment de l'effondrement généralisé, où on ne contrôlait plus rien dans cet immense pays, et les seuls
hommes d'État, c'est le mot qu'il emploie. Hommes d'État, oui. Hommes d'État, ce sont les gens issus de ces services-là. C'est pour ça que je parle de l'État. À propos des rapports avec l'Occident, il a cette phrase que je trouve extrêmement intelligente. La plus grande erreur de notre part dans les relations avec l'Occident, c'est que nous vous avons fait trop confiance. Votre erreur, c'est que vous avez pris cette confiance pour une faiblesse et vous en avez abusé. Значит, самая главная ошибка с нашей стороны в отношениях с Западом, что мы слишком вам доверяли. А ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием. Alors cette phrase-là, il l'a dit à l'automne dernier, c'était en octobre, à la conférence Valda, il y a une journaliste occidentale qui l'interroge sur quelle a été votre plus grande erreur vis-à-vis de l'Occident. Donc c'est ce que Poutine répond. Alors le club Valda, c'est un club d'experts russes et internationaux qui s'intéressent à la géopolitique vue de Russie. Et la manière dont Poutine lie les relations, ou relie plutôt les relations entre l'Occident et la Russie depuis 89 en réalité, depuis la chute du mur, il dit en 89, la chute du mur s'est faite avec l'accord de notre pays, avec l'accord de la Russie. Lui-même, en 89, se trouvait à Dresde, et c'est un épisode que je raconte dans le livre. Il a passé un très mauvais moment face à une foule hostile. Ils étaient 8 hommes, je crois, à garder un bâtiment du KGB, et il a su faire face à une foule très hostile, et à la faire reculer sans tirer un seul coup de pistolet, en expliquant qu'il avait 12 balles et que la dernière était pour lui. Donc la chute du mur, il l'a vécue de manière très personnelle, là-bas, en Allemagne de l'Est. Ce qui s'était négocié à ce moment-là, c'était que l'Allemagne, évidemment, se réunifie, mais une promesse avait été faite orale à Gorbatchev, qui donc présidait aux destinées de l'URSS à ce moment-là, que l'OTAN n'irait pas plus loin que la frontière est de l'Allemagne. Or, cette promesse a été bafouée. Cette promesse... elle est bafouée tous les jours. Si vous voulez... Bon, je me retrouve parfois dans des débats, on me dit, mais le syndrome d'encerclement de la Russie, quand même, il faut arrêter. Alors moi, je réponds en général, mais vous savez, c'est pas par la tectonique des plaques que la Russie s'est transportée du côté de l'OTAN. Quand on voit l'élargissement de l'OTAN à l'Est, non seulement il ne s'est pas arrêté, mais vous avez des pays frontaliers de la Russie, les États baltes, la Pologne, qui sont aujourd'hui des bases militaires et tout à fait actives. Américaines, ce qui fait quand même un petit peu désordre. Il faut imaginer ce que penseraient les Américains s'il y avait des forces du pacte de Varsovie, par exemple, au Mexique et au Canada. Bien sûr. Le pacte de Varsovie s'est dissous en 91. L'OTAN, non seulement ne s'est pas dissous, mais a continué à progresser. Essayer de comprendre, c'est encore un petit peu trop difficile. Il ne faut pas leur demander. Puis de toutes les façons, cette volonté de vouloir en finir avec la Russie, c'est une très vieille idée depuis 1917, puisque on commence à le savoir maintenant, la révolution soviétique a été aussi financée par l'Amérique. Quel effet cela fait de vous occuper, de traiter d'un sujet sur lequel on dit tant de sonneries? Vous savez, moi, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est alors Poutine, oui, mais surtout la Russie d'aujourd'hui. Parce que si j'ai appelé ce livre « Un Russe nommé Poutine », c'est pas d'abord une personnalité, c'est d'abord un Russe. Donc vous nous présentez la Russie. Il me semble l'union de la Russie avec cet homme. En tous les cas, moi, je me suis interrogée sur ce lien, effectivement, et qui va durer encore 6 ans, et qui est très fort. Entre la Russie et Poutine. Et essayer de comprendre en quoi Poutine, un homme comme Poutine, avec son parcours, avec son caractère, avec ce qu'il montre aux Russes, semble incarner ce moment particulier de la Russie. L'inconvénient, si vous voulez, avec moi, c'est que je connais la plupart des grandes interviews de Poutine, ayant travaillé vraiment des centaines d'heures à visionner ses vidéos et à visionner aussi les vidéos de ses opposants. Et donc, je vois très souvent, dans les médias accessibles à tout le monde, en langue française encore une fois, des formations très nettes des propos de Poutine. Et on a parlé de Boris Berezovsky tout à l'heure. Si vous permettez, je vais juste illustrer un exemple qui est flagrant
et qui fait qu'on arrive à faire dire à Poutine l'inverse de ce qu'il dit. Mais si on n'a pas accès au texte, alors on n'a pas moyen de vérifier que ses propos ne sont pas justes. À la fin de sa première année de président, donc on est fin 2000, il y a une grande rencontre entre des journalistes et Poutine, et un journaliste lui dit, alors Boris Berezovsky dit partout qu'il fait tout pour que vous ne soyez plus à votre poste d'ici quelques mois. Boris Berezovsky, très proche du clan Yeltsin, qui avait très, très largement financé la réélection de Yeltsin en 1996, qui était un oligarque très peu populaire auprès des Russes et qui s'est retrouvé donc en exil en Angleterre assez rapidement. Poutine commence par dire « Boris Berezovsky, c'est qui ?» Et le documentaire s'arrête là. Documentaire présenté à la télévision française. Le problème, c'est que si vous vous arrêtez là, vous avez l'impression d'un Poutine qui est méprisant, qui est condescendant et qui, dans son esprit, il a pratiquement enterré Berezovsky. Or, Berezovsky disait partout que si Poutine est arrivé au pouvoir, c'était grâce à lui. C'est sans doute pas faux qu'il a convaincu Yeltsin que Poutine ferait l'affaire en tant que Premier ministre et donc en tant que dauphin. Sauf que j'ai chronométré la réponse la réponse de Poutine sur Berezovsky fait 2 minutes. Et donc, après avoir dit Boris Berezovsky, c'est qui ? Il dit parce que Boris Berezovsky a beaucoup de casquettes. Vous voulez dire Boris Berezovsky, l'ancien député de la Douma, ou bien Boris Berezovsky, l'ancien secrétaire général du Conseil de sécurité ? Parce que si Boris Berezovsky, qui est débordant d'énergie, trouve quelque chose que nous ne faisons pas bien au gouvernement, et qu'il le fait savoir publiquement, il aura tout à fait raison de le faire, parce que ça nous permettra, nous, de corriger notre action. Donc voilà le sens de la réponse de Poutine. Alors évidemment, si vous vous arrêtez à Boris Berezovsky, c'est qui ? Bien sûr. Vous lui faites dire l'inverse de ce qu'il dit. Et des exemples comme ça, il y en a malheureusement beaucoup. Alors, je ne dis pas que Poutine, c'est Saint-Vladimir. Saint-Vladimir a existé il y a bien longtemps. Mais c'est un homme d'État pragmatique. Et vous savez, il dit ce qu'il a appris de plus précieux dans les rangs du KGB, c'est le service et l'amour de la patrie. Et il faut savoir que le mot « patrie », qui se dit de 2 façons différentes en russe, et je l'explique, c'est écrit avec une majuscule en russe, là où nous, c'est le mot « État » que nous écrivons avec une majuscule. Donc dans cette différence, il y a je pense, quelque chose de très significatif. Beaucoup de signification. Oui. Votre livre aussi se caractérise par l'histoire de la Russie qui ne commence pas en 1917. Non. Ils ont tous le sens du long terme, et ça c'est quelque chose que nous n'avons pas non plus en Europe. Donc c'est très difficile de comprendre des gens qui ont vécu sous 2 grandes dynasties, les Rourikides et les Romanov. Oui, alors ça c'est une différence en effet importante. Et toutes ces différences font que nous sommes très très différents, et donc avant de porter des jugements, il faut un petit peu se documenter et un petit peu réfléchir. Et votre livre est une merveilleuse approche de cet immense pays et de ces hommes et ces femmes que, pour ma part, je prends beaucoup de bonheur à rencontrer parce qu'ils sont différents de nous et qui nous apportent beaucoup de choses. J'ai envie de dire aussi, Poutine n'a pas beaucoup aimé qu'on bombarde un pays orthodoxe comme la Serbie. Non, il n'a pas aimé, les Russes n'ont pas aimé. Et Solzhenitsyn dit d'ailleurs que c'est une faute une tâche indélébile dans la relation Est-Ouest. Donc on pourra comprendre pourquoi Poutine ne supporte pas qu'on bombarde la Syrie. Tout cela est très très bien expliqué dans votre livre. C'est fluide, c'est pas du tout militant, engagé, c'est extrêmement nuancé, factuel, mais ça n'en est que plus percutant. Et nous devons vous remercier beaucoup, Elena Perrou, pour Un Russe nommé Poutine aux éditions du Rocher. Merci à vous. Merci, au revoir chers auditeurs.